Bonjour à toutes les personnes qui arrivent, c'est en train de se connecter petit à petit. On va attendre quelques minutes avant de commencer la discussion, que tout le monde ait le temps de rejoindre le Zoom. Bonjour tout le monde pour les personnes qui arrivent au fur et à mesure. Pour information, on va attendre 1 ou 2 minutes encore que tout le monde se connecte avant de commencer. On va commencer ce webinaire et puis les personnes retardataires se joindront au fur et à mesure. Bienvenue à toutes et tous dans ce webinaire de rentrée. On est ravis d'échanger avec vous ce soir sur les différents procès qui comportent l'affaire du siècle que vous connaissez probablement toutes et tous, mais aussi deux autres cours dont on va vous parler. Ce webinaire, il s'inscrit dans un contexte politique qui est flou en ce moment, avec beaucoup d'instabilité. Et ce qu'on voulait aussi rappeler via ce webinaire, c'est que ces recours qu'on porte en justice, ils sont toujours là, ils se maintiennent malgré cette instabilité. Et peu importe en fait les changements de gouvernement qu'il peut y avoir, on continue avec l'affaire du siècle de mettre pression pour avoir des réels changements. Voilà, c'est aussi ça qu'on voulait partager avec vous ce soir. L'objectif de ce temps, c'est de vous présenter à la fois les avancées qu'il y a dans les différents recours en justice portés notamment par l'affaire du siècle et de pouvoir écouter aussi la voix de personnes qui sont directement affectées par le changement climatique et qui participent aussi à un des recours qu'on porte contre l'État, dont on va vous parler dans un instant. Aujourd'hui, autour de la table, on est donc là avec Florent Seban, qui est paysan dans l'Essonne et porte-parole du mouvement interrégional des AMAP. Il y a également Salma Chaoui, qui est habitante parisienne, qui est affectée par le changement climatique, notamment dans son logement. Et Jean-Raoul Plossu, qui est habitant grenoblois, qui est affecté par le changement climatique, notamment du fait de son épilepsie. On en parlera tout à l'heure. On est là aussi avec Adeline Paradès, qui est juriste chez Notre Affaire à tous. Et moi, je suis chargée de campagne chez Notre Affaire à tous. On remercie également Louise, Tatiana et Marine qui gèrent toute la partie technique de ce webinaire, qui vont notamment traiter les questions que vous pouvez poser dès maintenant dans la partie questions-réponses et auxquelles on répondra à la fin du webinaire. Voilà, donc merci beaucoup à vous trois. Euh, pour vous donner un peu de contexte, le webinaire il va se dérouler en 3 temps. Avec Adeline, on va présenter dans un premier temps les avancées dans les différents recours contre l'État qu'on porte. Puis il y aura un moment de témoignage des impacts du changement climatique, notamment par Florent, Salma et Jean-Raoul. Et ensuite, il y aura un moment d'échange de vive voix de questions-réponses, sachant que vous pouvez aussi poser vos questions et que Louise, Tatiana et Marine y répondront en partie à l'écrit. Voilà.
Et donc, on peut rentrer directement dans les sujets. Si Tatiana, tu veux partager peut-être la présentation. Du coup, pour rappel, l'affaire du siècle, qui est le recours en justice qui vous amène peut-être ici, c'est un recours qui a été porté, qui est porté contre l'État, qui a été lancé en 2018. Et c'est voilà, un recours historique sur lequel on travaille. Et on travaille aussi sur deux autres recours. Un qui s'appelle le recours de Grande Sainte, qui ressemble un peu à l'affaire du siècle. On va y venir avec Adeline. Et un autre qui s'appelle l'Action des sinistrés, qui a été lancé là au printemps. Et donc, vous avez peut-être entendu parler via les mails, via nos communications. Et si ce n'est pas le cas, bah, bienvenue. Justement, c'est tout l'objectif de ce webinaire aussi. L'affaire du siècle, ce premier recours, il a été lancé donc en 2018. L'objectif, c'était alors de montrer que l'État, il n'agissait pas suffisamment pour lutter contre le changement climatique et baisser les émissions de gaz à effet de serre de la France. Et ce recours, il a marché, puisqu'en 2021, l'État, il a été condamné pour inaction climatique. À partir de sa condamnation, l'État, il avait un an pour agir, pour respecter cette condamnation. Et désormais, on est ce qu'on appelle dans la phase d'exécution, c'est-à-dire que on vérifie si l'État il a bien respecté sa condamnation. Aline, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, bien sûr. Merci, Elsa. Du coup, en réalité, la question qui se pose, donc, en gros, l'affaire du siècle, ça a permis de condamner l'État pour les émissions qu'il a émises en trop avant 2018 par rapport à ses obligations, notamment européennes. Donc, en gros, il y a un nombre de gigatonnes émises en trop et l'État doit les enlever de ce qu'il a le droit d'émettre pour les années futures. Donc, il doit à la fois respecter ses obligations en termes de baisse de ses émissions, mais baisser encore un peu plus pour permettre de compenser ce qu'il a émis en trop précédemment. Et il s'est passé deux choses. Il s'est passé le Covid et il s'est passé la guerre en Ukraine. Et ces deux choses ont induit des diminutions importantes des émissions de gaz à effet de serre de la France, mais c'est des diminutions qui ne sont pas systémiques, qui ne sont pas liées à des changements structurels dans, par exemple, les habitations des Français, dans nos modes de transport, de consommation, etc. Et donc, c'est des baisses qui sont uniquement momentanées et qui vont conduire après à nouveau une remontée. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, par exemple, avec le trafic aérien, etc. Et du coup, toute la question qui se pose dans l'affaire du siècle aujourd'hui, c'est de savoir si l'État peut utiliser cette baisse qui est liée non pas à son action, mais à la fois à la guerre en Ukraine et au Covid-19, pour dire, bah ok, c'est bon, j'ai compensé. Alors que c'est pas son action, vous l'avez compris, je pense, mais des actes extérieurs qui lui étaient pas propres, et surtout qu'on n'est pas sur quelque chose de pérenne dans le temps. Voilà. C'est un peu comme si vous étiez condamné parce que vous avez fait un tag sur une maison et qu'on vous demandait de réparer le préjudice en passant de la peinture pour enlever le tag et qu'il y avait un voisin qui avant passe et vous met de la peinture pour enlever le tag, bah, vous n'aurez pas réparé le préjudice vous-même et donc il y aurait un souci. Et là, c'est le même souci qu'on a. En plus, dans le cadre du réchauffement climatique, bah, cette baisse des émissions qui est liée à la guerre en Ukraine, etc., elle aurait pu permettre aussi, si elle s'additionne avec la baisse liée à la condamnation de l'affaire du siècle, de donner encore un peu plus de répit à notre climat et donc d'avoir de meilleures chances pour l'avenir. Voilà. Merci beaucoup, Adeline. Effectivement, dans l'affaire du siècle, qui est donc un recours qui est toujours en cours, nous, ce qu'on argumente, c'est que l'État, il n'a pas mis en place des mesures, des politiques publiques de long terme pour vraiment lutter efficacement contre le changement climatique, mais que, en fait, les baisses qu'il y a eu d'émissions, elles ne sont pas liées à des mesures, des décisions fortes qui ont été prises par l'État. Le recours de Grande Sainte, c'est un recours qui a aussi été lancé en 2018 et dont on fait partie avec les organisations de l'affaire du siècle, donc avec Greenpeace France, Oxfam France et Notre Affaire à tous. Il a été lancé par la commune de Grande Sainte, qui est située dans le nord de la France. C'est une commune qui fait face au risque de recul du trait de côte et à la hausse du niveau de la mer. Cette commune, à ce moment-là, elle a aussi lancé un recours contre l'État en lui demandant d'agir davantage pour sa survie et donc pour la lutte contre le changement climatique. C'est aussi un recours dans lequel l'État il a été condamné pour manque d'action sur le climat.
À la différence de l'affaire du siècle, le recours de Grande-Synthe, il s'intéresse au futur. En fait, il se demande si l'État il va pouvoir respecter ses objectifs de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça peut paraître un peu technique dit comme ça, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, bah, en fait, est-ce que l'État met en place des mesures pour que on puisse vivre tout simplement, notamment dans la commune de Grande-Synthe, dans le futur. Concrètement, ce qui se passe actuellement dans cette procédure, qui a aussi été lancée en 2018, c'est que le Conseil d'État, donc la plus haute juridiction nationale en droit administratif, le Conseil d'État, il réévalue fréquemment les mesures et les politiques mises en place par l'État sur les émissions de gaz à effet de serre pour voir si c'est suffisant pour protéger les individus et les écosystèmes face aux émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que, Adeline, tu peux détailler un petit peu ce qui se passe dans l'affaire Grande-Synthe en ce moment, s'il te plaît? Oui. Alors, du coup, il y a eu une décision sur l'exécution, justement, comme tu l'expliquais, Elsa, qui a été rendue par le Conseil d'État en mai 2023. Et donc, cette décision, elle donnait encore un an à l'État, donc jusqu'au 30 juin 2024, pour prendre des mesures plus impactantes sur le réchauffement climatique et donc pour respecter ces obligations, encore une fois, qui viennent du droit de l'Union européenne en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français. Et du coup, depuis juin 2024, ce qui s'est passé, c'est que l'État a rendu sa copie. Donc, il a envoyé un mémoire au Conseil d'État pour dire bah, j'ai bien fait tout ce qu'il fallait parce que j'ai pris telle et telle mesure, etc. etc. Et cetera. Et nous, on a travaillé de notre côté pour, en gros, fact-checker. Donc, le Conseil d'État a aussi analysé tout ça. Ils nous ont envoyé leur analyse. Et nous, on a fact-checké, par exemple, en disant que l'État se prévaut, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de la mesure de leasing social des voitures électriques, donc qui avait pour vocation à rendre accessible aux ménages à faible revenu les voitures électriques à 100 euros, avec une location avec option d'achat à 100 euros par mois. Et donc, il présente cette mesure en disant, bah, vous voyez, on fait en sorte que du coup, tout le monde ait accès à la voiture électrique, sauf qu'en fait, il oublie de dire que c'est une mesure qui a été valable pendant un mois seulement et qu'ils ont directement shut down, qu'ils ont directement arrêté parce qu'il y avait trop de gens qui l'utilisaient. Et donc, il ne parle pas, bien sûr, de tous les reculs qu'il y a eu ces derniers temps en matière de politique environnementale. Et donc, notre rôle à nous, c'est de leur rappeler ça pour que le Conseil d'État soit complètement informé de la situation et prenne sa décision dans les meilleures conditions possibles. Pour ça, le Conseil d'État a aussi, et c'est assez rare, demandé une réunion avec des experts. Il nous a demandé aussi à nous de lui soumettre des noms d'experts qui ont pu être du coup interviewé, entre guillemets, interrogé par le Conseil d'État dans une séance orale, donc à l'oral. Et donc, il y a parmi les plus grands experts du climat, notamment dans les membres du Haut Conseil pour le climat, mais pas seulement, qui sont allés au Conseil d'État en juillet 2025 pour éclairer les juges sur la réalité des actions du gouvernement français, quel qu'il soit, de l'État français, on va dire comme ça, c'est un peu plus neutre, en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Et on devrait avoir la décision du Conseil d'État à la fin de l'année à peu près, je pense. Merci beaucoup, Adeline. Bon, vraiment, ce qu'on tenait aussi à redire aujourd'hui, c'est que dans ces deux recours, on maintient la pression pour que des mesures efficaces et effectives soient mises en place de lutte contre le changement climatique. Et c'est aussi important parce que, en fait, constamment dans ces recours, on réévalue avec précision les mesures qui sont mises en place par l'État et à chaque fois on se rend compte que c'est pas suffisant. En tout cas, c'est notre analyse et c'est l'argumentaire qu'on défend et donc on pousse aussi pour ça. En parallèle de ces deux recours, donc vraiment sur les baisses d'émissions de gaz à effet de serre, on a lancé un autre procès au printemps qui est aussi contre l'État. Ce procès, il traite de l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire la façon dont on organise les territoires, les services publics, etc., pour faire face à des événements climatiques qui se multiplient. Les canicules, les inondations, les maisons qui se fissurent, les récoltes agricoles qui se perdent, etc. Ce qu'on tient à préciser, c'est que s'intéresser à l'adaptation face à ces événements-là, ça ne veut pas dire renoncer à la lutte contre le changement climatique. En fait, c'est comme les deux faces d'une même pièce. Parce que même si on arrête toutes les émissions de gaz à effet de serre demain,
on aura encore des impacts du changement climatique, des impacts qu'on voit déjà. Vous vous souvenez peut-être des images de Valence il y a quelques mois, ou encore des inondations en Bretagne ces derniers jours, de la canicule cet été, des feux de forêt cet été également. En fait, on doit s'adapter au changement climatique. C'est comme un principe de réalité, en fait, pour protéger les habitants, pour protéger les êtres vivants, etc. Et donc, c'est hyper important aussi de demander à l'État de prendre des mesures suffisamment ambitieuses pour protéger les habitants et habitantes de son territoire. Et c'est pourquoi on a lancé un nouveau recours sur l'adaptation avec une douzaine de personnes qui ont été ou sont directement affectées par le changement climatique ou représentent des personnes qui le sont. Et trois d'entre elles sont parmi nous ce soir. Le but de ce recours, c'est que l'État y protège efficacement et aujourd'hui les personnes, et notamment les personnes les plus vulnérables. Est-ce que Adeline, tu peux nous parler un peu plus du fond juridique de ce recours? Oui, alors c'est un recours qui est un peu innovant parce qu'il est dual. Du coup, on attaque à la fois le plan national d'adaptation au changement climatique, mais aussi le refus de l'État de prendre certaines mesures spécifiques qu'on lui a demandées qui permettraient une meilleure adaptation au changement climatique et qui sont nombreuses. Donc, tout d'abord, sur le plan national d'adaptation, pourquoi est-ce qu'on l'attaque? Parce qu'en fait, c'est un plan qui est malheureusement en grande partie assez vide. Assez vide parce qu'il y a très peu de mesures réelles d'adaptation. Le peu de mesures qu'il y a, c'est souvent plutôt des mesures pour avoir une meilleure connaissance des impacts, ce qui est nécessaire, hein, bien sûr, et ou évaluer ce qui pourrait être mis en place, ce qui est encore une fois nécessaire, mais pas suffisant. Aujourd'hui, l'État ne devrait pas en être là. L'État devrait aujourd'hui avoir déjà mené ses politiques de recherche et devrait mettre en place un certain nombre de mesures pour protéger la population des impacts négatifs du changement climatique et des impacts directs que ça a sur notamment la santé des personnes et leur sécurité. Euh, et donc, voilà, donc il y a un problème sur le manque de mesures et le peu de mesures qu'il y a, ou les mesures qui concernent plutôt de la recherche, etc., sont bien souvent pas financées. Donc, bien sûr, sans argent, il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est pour ça qu'on met la pression sur l'État pour qu'on ait à la fois un PNAC, donc un plan national d'adaptation au changement climatique qui soit plus ambitieux, aussi que l'État ne dorme pas sur ses lauriers et mette bien dans l'application le peu qu'il y a de prévu dans ce plan. Mais aussi, on a été demandé, donc comme je vous disais, des mesures complémentaires qui vont concerner un certain nombre de risques identifiés et sur lesquels on a identifié des obligations qui existent déjà de l'État et qui sont déjà pas mises en place. Par exemple, normalement, l'État, vos préfets, doivent prendre des plans, ce qu'on appelle des plans de prévention de risques naturels. Et en fait, ça va permettre, par exemple, que si dans votre commune, il y a un risque inondation, si c'est un risque inondation très grave, il y a des zones de votre commune où vous ne pourrez pas construire de maisons pour prévenir en fait même l'atteinte à la sécurité des personnes si jamais, par exemple, c'est une montée des eaux très rapide qui pourrait conduire à des morts, comme ça a pu se voir en Vendée, par exemple. Et donc, c'est très important que ces plans de prévention soient pris en amont, soient pris dès qu'on a connaissance du risque, pour à la fois que les gens puissent s'adapter au risque, par exemple faire des maisons un peu plus hautes ou ce genre de choses, ou alors carrément faire en sorte qu'il n'y ait pas de maisons de construites dans les zones les plus dangereuses. Ça, c'est valable pour le risque inondation, mais pas seulement pour tous les autres risques, bien sûr. Et donc, c'est quelque chose qui est très important. Et on a fait d'autres demandes, par exemple concernant la protection sur les logements bouilloires, comme on vous en parlera plus tard, ou aussi la protection des salariés qui sont exposés à de fortes chaleurs pendant les canicules et qui ne peuvent pas se protéger. Il faut mettre en place des mesures pour aider, ou en tout cas inciter les employeurs à protéger leurs salariés, même si c'est déjà une obligation. Et bref, voilà, il y a tout un panel de mesures demandées. Merci beaucoup, Adeline. Parmi nous aujourd'hui, on a trois personnes qui font partie de ce recours, Florence, Salma et Jean Raoul, à qui on va du coup donner la parole maintenant. Florent, tu es paysan dans l'Essonne et tu es porte-parole du mouvement interrégional pour les AMAP. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu participes à ce recours? Oui, bonsoir tout le monde. Donc moi je suis Florent. Nous sur nos fermes, on est percuté clairement par les changements climatiques et au quotidien on doit s'adapter.
tout seul. L'État n'est pas à nos côtés. Et je crois que Elsa et Adeline ont bien montré que la loi l'y oblige. Et donc nous, c'est pour ça qu'on est dans ce recours, parce qu'on vit au quotidien des choses très concrètes. Par exemple, nous, sur notre ferme, on produit des légumes, des fruits et des plantes aromatiques. Et sur les fruits qui poussent sur des arbres fruitiers, il nous arrive de plus en plus d'avoir des épisodes de gel qui viennent tardivement au moment où les fleurs sont présentes et où du coup on se retrouve avec une perte de récolte parce qu'on a un gel qui arrive et qui fait tomber la fleur, qui peut entraîner 80 à 90% de fruits qui sont perdus. Nous, ça nous est arrivé en avril 2023 où on a perdu quasiment toute notre récolte suite à un gel qui est arrivé tardivement. Bah, on a perdu presque allez, 3000 euros de revenus sur ce gel-là. Euh, sur des problématiques comme ça, il y a des solutions qui existent. J'en parle juste après. Euh, ces problèmes climatiques, nous, on les vit. C'est une petite perte de revenus comme ça pour nous. Mais ce qu'on réalise, c'est que on a des grandes fermes en monoculture. Nous, on est dans la Beauce, donc entre Paris et Orléans. Et autour de nous, il y a des grandes fermes en céréales, en monoculture, qui bah, subissent des pertes encore plus importantes parce que nous, on est sur des fermes diversifiées. Donc, un impact climatique, il est important pour nous, mais il ne va pas détruire notre ferme. Autour de nous, on a des fermes sur des centaines d'hectares qui, par exemple, en 2024, ont connu des inondations. Et ces inondations, elles entraînent des chutes de rendement très, très importantes sur le blé, par exemple. Et on a des fermes qui, à côté, bah, ont des 45 000 euros de revenus en moins. C'est plus d'une année de salaire suite à un épisode climatique. Euh, donc, on a de plus en plus d'épisodes climatiques violents. Et ce qu'on réalise, nous, c'est que il y a plein de solutions qui existent. On a, par exemple, pour faire face à nos problèmes sur les arbres fruitiers qui sont sensibles à des gels tardifs, on a sur la ferme planté un nouveau verger avec des variétés très diversifiées, beaucoup plus tardives, en mélangeant des légumes, des fruits, des plantes aromatiques, en changeant les systèmes d'irrigation et en essayant vraiment de repenser des solutions qui sont fondées sur la nature avec des systèmes qui sont beaucoup plus diversifiés et en transformant une partie de la production. Ça nous a permis bah, de renforcer notre robustesse, notre résistance, notre résilience face au changement climatique. Mais ça nous a coûté un petit peu d'argent. Heureusement, on a toute une communauté autour de nous d'habitants qui nous ont aidés à planter les arbres, qui nous ont aidés à faire ce changement-là. Mais nous, si on s'engage dans ce recours, c'est vraiment parce que bah, on subit ces changements-là. On n'a pas été aidé par l'État pour faire évoluer notre ferme. On a été aidé par les gens autour de nous. Mais on pense surtout aux grandes fermes qui sont beaucoup plus impactées par ces changements-là, pour lesquels il n'y a aucune solution s'il n'y a pas de soutien de l'État. Et ce que l'on voit, c'est que euh, ben, on a une vraie volonté citoyenne de faire changer les fermes pour qu'elles soient plus adaptées à la question du changement climatique. Ben, ce qu'on a vu pendant l'été, nous, on a été absolument ébahis de voir 2 millions de personnes qui signent une signature, qui signent une pétition contre une loi Duplon qui proposait de réintroduire des pesticides, de développer les élevages industriels, de développer les systèmes d'irrigation industrielle. En gros, 2 millions de personnes qui s'expriment pour aller vers une transition agricole, pour aller vers des fermes plus petites, plus diversifiées, qui n'utilisent pas de pesticides. Donc, une immense volonté populaire qui s'exprime pour un changement comme ça. En face de ça, on voit bah, nos collègues qui sont en souffrance parce que ils sont dans des fermes de monoculture, ils sont enfermés dans un système agro-industriel où ils ont du mal à changer, où il faut absolument que l'État leur donne les moyens de changer. Mais cette espèce de vacuité gouvernementale et ce tapis rouge qui est laissé au lobby et à un ministère de l'Agriculture qui développe un système très agro-industriel, bah, fait que on donne pas les moyens aux fermes comme les nôtres et surtout aux fermes comme nos voisins de changer, alors que on a 2 millions de citoyens qui veulent vraiment ce changement. Donc voilà, pour résumer, nous, ce qu'on voit, c'est que on subit le changement climatique,
On bricole pour s'adapter. On n'est pas les seuls et il faut absolument que l'État donne les moyens aux fermes pour changer et donc que l'État arrête de s'engager dans des mesures tout à fait contre-productives de réintroduction de pesticides et de développement d'élevage industriel. Donc on espère réellement que ce recours, il permette de sonner un peu les cloches de l'État pour lui dire stop, il y a des agricultrices et des agriculteurs en souffrance qui souhaitent adapter leur ferme. Stop. Il y a des citoyennes et des citoyens qui veulent manger autrement, qui veulent arrêter de respirer des pesticides et d'en boire. Donc, il faut absolument mettre les moyens pour changer les politiques publiques. Merci beaucoup, Florent. Comme tu le dis, en fait, ces événements climatiques, ça a un coût. Ça a un coût économique, ça a un coût aussi à titre individuel. Et je tenais à rappeler aussi, j'ai pas précisé, mais toutes les personnes, citoyens, citoyennes collectives qui participent au recours le font pas pour avoir des indemnisations individuelles, vraiment plus pour expliciter, montrer en fait ce que c'est aujourd'hui les impacts du changement climatique et demander à l'État d'agir. Et notamment, Salma, toi tu vis à Paris, ta famille elle vit dans une situation qui vous rend particulièrement vulnérable face au changement climatique. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu peux préciser pourquoi tu participes à ce recours sur l'adaptation au changement climatique? Merci. Bonsoir à tous. Moi, je suis présente aujourd'hui sur le changement climatique qui m'impacte au quotidien dans notre logement familial. En 2018, on a déménagé avec ma mère et mon petit frère dans un logement social dans le 19e arrondissement de Paris, dans un quartier populaire. C'est un logement qui au départ paraissait tout à fait normal, parce que tout avait été refait à la peinture, des travaux avaient été refaits, donc rien ne paraissait bizarre au départ, jusqu'à ce que le premier hiver arrive et qu'on constate que on est dans un logement qui est très mal isolé, dans un logement où on sent le froid, où on sent que l'humidité monte très vite. Puis ensuite, l'été arrive, on se rend compte aussi que c'est un logement où il fait très chaud pendant les canicules. Mais c'est pas que ça, c'est pas que la mauvaise isolation, c'est aussi l'insalubrité qui va s'installer petit à petit. Notre logement, il a développé de la moisissure sur tous les murs où il y a des fenêtres. Parfois, la moisissure, elle va se développer du sol au plafond, dans des chambres où on dort parfois même à 1 mètre d'un mur qui est rempli de moisissure. Et donc, ces problèmes d'humidité qui vont être causés, renforcés par le changement climatique, quand il va beaucoup pleuvoir, comme par exemple l'an dernier à Paris, on a la moisissure qui s'est développée énormément dans chacune des pièces et qui continue de s'installer, de s'amplifier. Euh, et la mauvaise isolation qui cause cette insalubrité va avoir des effets en fait sur notre santé. Ma mère, elle a de l'arthrose et elle va sentir que ses douleurs vont être amplifiées par l'humidité de notre appartement. Mon petit frère, il a une maladie auto-immune et pareil, il va avoir des réactions euh, d'inflammation qui vont être amplifiées par la présence des moisissures et de l'humidité de notre appartement. Et pour ma part, ça a été beaucoup d'anxiété, d'insomnie, parce que je dormais dans la pièce qui était le plus remplie de moisissures. Aujourd'hui, on mène un recours contre notre bailleur. On espère avoir une réponse positive prochainement, d'ici fin octobre. Et tout ceci fait que euh, cette situation en fait d'isolement et d'impuissance qu'on ressent au quotidien euh, j'ai, a fait que justement j'ai eu envie de participer à ce recours euh, parce qu'on a remarqué en fait que c'était pas seulement notre cas, mais c'est le cas de plein d'autres familles qui vivent ça au quotidien, particulièrement dans les quartiers populaires. Et le souci du PNAC, c'est qu'il ne prend pas suffisamment en compte justement ces inégalités sociales et économiques qui sont vécues par les personnes qui vivent dans les quartiers populaires, en métropole et dans les territoires ultramarins. Donc c'est pourquoi je pense que c'est essentiel que l'État prenne réellement en compte comment est-ce que le changement climatique vient aggraver des inégalités qui sont déjà existantes et que sans action, ces inégalités ne vont que s'amplifier et s'aggraver.
Merci beaucoup, Salma. Et enfin, Jean-Raoul, tu es aussi dans ce recours sur l'adaptation au changement climatique. Jean-Raoul, tu es notamment atteint d'épilepsie. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est un lien avec le changement climatique et pourquoi, par conséquent, tu es dans ce recours? Oui, alors, bonsoir. Pour ce qui me concerne, moi j'ai eu en 1991 une méningoencéphalite, une maladie grave avec 2 semaines de coma, et à l'issue de cette maladie, on a constaté donc une séquelle sous forme d'épilepsie. C'est une épilepsie qui est pharmacorésistante, c'est-à-dire que des traitements ont fonctionné pendant quelques mois, quelques années, n'ont plus fonctionné. Il y a eu de multiples changements de traitement, environ une vingtaine de traitements. Et, euh, et donc, l'épilepsie à ce jour est toujours là. J'ai également un stimulateur vagal, j'ai 2 molécules à prendre chaque jour. Donc, il y a voilà, je suis dit pharmacorésistance, qui est à peu près le cas d'un tiers de la communauté épileptique. Je rappelle qu'il y a à peu près 600 000 épileptiques en France, c'est environ 1% de la population qui est concernée. Et en 2003, si vous vous souvenez, la France et l'Europe connaissent une période de canicule avec une forte montée des températures. J'ai eu, pour ce qui me concerne, après un grand moment de fatigue, un accident de voiture et une immobilisation de 3 mois. Et ça a été une forte prise de conscience pour moi parce que j'ai pu constater, j'étais bloqué, donc j'avais un corset rigide autour de mon torse. Je ne pouvais être que couché ou debout dans des situations de douleur très grandes. Donc une grande prise de conscience et d'une part une volonté, moi, de me protéger personnellement en me faisant opérer, mais aussi en me disant, il y a un problème, on est face à des températures qui atteignent les 35-38 degrés dans des situations qui sont invivables et c'était quasiment insoutenable pour moi. Donc, j'ai voulu être opéré. On a vu par contre que je n'étais pas opérable. Donc, euh, on a mis en place un stimulateur vagal. J'ai continué à avoir des traitements. Mais cette prise de conscience m'a amené à m'impliquer dans des ONG environnementales, que ce soit localement à Grenoble ou des ONG plus nationales et même mondiales comme Greenpeace. Et au fil du temps, j'ai eu une prise de conscience de la forme d'injustice face à laquelle nous mettait le changement climatique. En ce sens que j'ai pu voir comment les moins responsables sont souvent les plus affectés. Et j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose d'injuste et d'immoral. À titre d'exemple, sur les 600 000 épileptiques en France, il y en a une bonne majorité qui ne conduit pas, donc qui essayent de se déplacer comme ils le peuvent, dans un lieu de vie urbain avec des transports en commun ou autre. Mais on peut l'étendre au-delà de ça à d'autres pathologies. C'est le cas aussi du parkinsonien, sur des situations également de handicap physique, comme Jean-Paul, qui est également membre du groupe ou autre. Donc, quand il y a eu le premier recours avec l'affaire du siècle en 2018, ça a été pour moi une, euh, une, une résonance et j'ai tilté sur le fait qu'il fallait vraiment apporter un écho et du témoignage pour montrer et faire ressortir cette injustice. Et lorsqu'il y a eu ensuite le deuxième, donc j'ai témoigné déjà dans le premier recours, lorsqu'il y a eu ensuite le deuxième recours, le recours actuel avec l'action des sinistrés, je me suis dit, c'est également important de faire ressortir l'injustice des personnes handicapées, des personnes, entre guillemets, fragiles sous l'aspect médical. J'apporte également une petite précision qui est souvent méconnue, c'est que être épileptique, comme je le suis, c'est au niveau neurologique, au niveau cérébral, une, euh, une crise va être une réaction anormale à un contexte normal. C'est ce qui va m'arriver. Je peux faire une crise à peu près à tout moment. Mais il faut savoir, et c'est moins connu, que la crise d'épilepsie est un événement qui peut concerner tout le monde. Tout un chacun peut répondre à une situation anormale par une crise d'épilepsie, qui sera une réponse normale à cette situation anormale.
Les situations anormales que j'évoque peuvent être un manque de sommeil accru. Si vous ne dormez pas pendant 4 nuits, vous risquez de faire une crise d'épilepsie. Mais également les situations de canicule qu'on observe avec la déshydratation, la baisse du taux de sodium, l'hyponatrémie qui est engendrée. Et donc, on peut craindre que dans les années à venir, si rien n'est fait, ben, finalement, le phénomène épileptique risque de s'agrandir dans la population en général. Et je trouve aussi qu'on est face à un paradoxe, c'est-à-dire que l'État, qui a un rôle quand même de protection, par l'absence d'action et d'adaptation, est en train de scier la branche sur laquelle nous sommes toutes et tous assis. Et je trouve qu'il ne joue plus ce rôle de protection. Et qui en est d'abord victime? Ben, je crois que ce sont les personnes les plus fragiles, les personnes handicapées, les femmes enceintes, les personnes fragiles ou faibles socialement. Et je trouve que c'est largement immoral également. Donc, j'ai aussi voulu apporter mon témoignage parce que moralement, je trouve qu'on est face à quelque chose très problématique. Et en le projetant dans le futur, on voit un système qui condamne les générations futures et les plus faibles et qui est proprement révoltant. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Raoul. Merci à vous trois pour ces témoignages. Dans ce recours, il y a une dizaine d'autres personnes ou d'associations qui sont affectées par d'autres risques ou par les risques que vous venez d'évoquer. La canicule, par exemple, et comme tu l'évoquais, Salma, les impacts qu'il peut y avoir en cas de canicule dans les quartiers populaires qui sont très bétonnés, où il va faire très chaud. Le retrait-gonflement des argiles, qui est un phénomène qui fissure les maisons quand il y a le sol qui s'assèche en cas de sécheresse ou gonfle en cas de forte pluie. Les problèmes d'accès à l'eau potable en cas de sécheresse, notamment dans les territoires dits ultramarins. Il y a une des personnes qui participe au recours qui s'appelle Racha et qui porte la voix de l'association Mayotte à soif, qui est particulièrement affectée par ces questions-là, etc. Donc, l'idée de ce recours, c'est de montrer la diversité des impacts en France du changement climatique et en creux, en fait, le manque d'action de l'État là-dessus. Et ce qu'on demande, nous, c'est que l'État, en tant que puissance qui a en fait une vision de long terme, une vision englobante, protège réellement les personnes, notamment les personnes les plus fragiles, les personnes isolées, les personnes précaires, les femmes enceintes, les personnes âgées en situation de handicap, etc. Ce qui ne fait pas suffisamment pour le moment. On va désormais passer aux questions-réponses avec une première question pour Florent. Est-ce qu'il y a une différence d'ampleur des impacts du changement climatique entre l'agriculture bio et l'agriculture conventionnelle? Oui, ben, il y a en fait les fermes en agriculture conventionnelle, elles vont dans bien des cas et dans beaucoup de cultures être moins diversifiées. En agriculture bio, en fait, on n'a pas les produits pour se débarrasser des ravageurs ou limiter l'herbe. Et donc, en fait, on va déjà avoir cherché à organiser notre ferme pour, par exemple, faire face à une attaque de pucerons. Pour faire face à une attaque de pucerons, nous, on va avoir plein de variétés différentes de courgettes, parce qu'il y en a qui vont peut-être être plus appétentes pour les pucerons que d'autres. Et on va avoir plein de cultures différentes, parce qu'on se dit si les pucerons attaquent les courgettes, et ben on a plein d'autres cultures, et donc peut-être que les courgettes seront attaquées, mais on aura des concombres ou des tomates ou des aubergines à proposer aux gens. Donc finalement, en agriculture bio, parce qu'on n'a pas ces produits-là, on a déjà avancé dans la diversification de la production. Et pour nous, c'est cette diversification-là qui est clé pour être robuste face au changement climatique. Donc oui, une ferme en agriculture conventionnelle va être plus impactée par un choc climatique parce que souvent, une ferme en agriculture conventionnelle, elle va être moins diversifiée. Merci beaucoup, Florent. Une question pour Salma.
est-ce que des rénovations sont possibles dans le logement? Et si oui, pourquoi est-ce que le bailleur ne veut pas les réaliser? Alors, justement, dans notre logement, le bailleur, en fait, nous, on n'a pas de VMC et il considère que l'installation de la VMC est impossible. Donc, c'est un peu tout le problème d'interaction avec le bailleur actuellement, c'est qu'on ne sait pas trop quelle solution va être posée euh, dans le cadre de notre recours actuel. Euh, Il y avait une autre question un peu plus générale qui est les recours sont importants mais ne donnent pas les fruits attendus à l'heure actuelle. La température monte toujours. Pensez-vous qu'il faudrait un autre changement de système? Je peux commencer une ébauche là-dessus et puis si n'importe qui veut continuer, n'hésitez pas. En fait, c'est sûr que les recours, ils se suffisent pas à eux-mêmes dans la lutte contre notamment le changement climatique, mais tout un tas d'autres sujets. Ce qu'on essaie de faire, nous, c'est d'utiliser l'outil du droit pour lutter. Et parce qu'on est dans un état de droit où il y a des lois, et les lois, elles doivent être respectées par les citoyens, citoyennes, mais aussi par l'État. Et en fait, c'est un outil qui peut être très puissant, la justice, pour avoir des changements. Mais c'est pas un outil qui se suffit à lui-même. C'est pour ça, en ce moment, il y a plein de mouvements sociaux dans la rue, il y a des associations qui se montent, etc. Voilà, donc on n'a pas la prétention de dire que on va tout résoudre avec ces recours en justice, mais c'est aussi une façon de se battre qui est importante parce qu'on est simplement en démocratie. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. Mais j'ai l'impression aussi qu'on est euh, avec une prise de conscience d'un aspect très immoral du système actuel et le mouvement Indignez-vous qu'on a pu entendre et connaître il y a quelques années en était, je pense, la preuve. Et cet écart entre d'une part, les responsabilités et les préjudices, les responsables et les victimes, je crois il s'englobe également dans cette prise de conscience d'un schéma actuel qui, me semble-t-il, est très immoral. Moi, ce que je rajouterais aussi, c'est que l'objectif de ce recours, il est double. Oui, on cherche une condamnation de l'État pour faire bouger les politiques publiques, mais on cherche aussi à entraîner avec nous toute la société dans une meilleure compréhension de cette question de l'adaptation au changement climatique. Et donc, avec les autres amis sinistrés, le fait de lancer cette démarche-là, ça nous permet de vous en parler, par exemple, aujourd'hui, mais d'en parler un peu autour de nous, dans les médias et s'il y a vraiment un message qu'on souhaite que les gens retiennent, c'est que la question du climat, on dit toujours, c'est demain, c'est après-demain, on en subira les conséquences dans des années, alors qu'en fait, vous le voyez aujourd'hui, Salma, Jean-Raoul et moi, c'est aujourd'hui qu'on subit les conséquences du changement climatique et vous, derrière votre écran, vous allez certainement vous associer aussi à certains de nos risques ou alors vous avez aussi peut-être des retraits gonflements d'argile, des canicules. Donc en fait, c'est vraiment de se dire, ensemble, prenons conscience que on est toutes et tous impactés et que c'est aujourd'hui le changement climatique. On cherche à faire condamner l'État, mais on cherche aussi nous-mêmes à mieux prendre conscience du fait qu'on est toutes et tous victimes et que l'État a pris des lois pour ça et donc il faut vraiment qu'il les respecte. Puis je pense qu'en prenant un peu de recul, on se rend compte aussi qu'on est dans un schéma sociétal qui est largement absurde. Une étude d'une ONG montrait il y a quelque temps qu'au niveau des Pyrénées, dans le tunnel du Perthus, il y avait autant de tomates espagnoles qui passaient le tunnel pour aller être vendues aux Pays-Bas que de tomates hollandaises qui passaient le Perthus pour aller être vendues en Espagne. Euh, est-ce qu'il serait pas plus logique de laisser les tomates où elles sont pour les vendre localement? Donc, enfin, il y a un tas d'absurdités qui seraient déjà à corriger, quoi. Merci à tout le monde pour les ajouts. Une question pour Adeline notamment. Est-ce qu'il y a des différences y a-t-il des différences dans vos modalités d'action et méthodes de travail par rapport à ce que Client Earth fait au Royaume-Uni
opposition à l'extension de l'aéroport d'Heathrow pour non-conformité avec les cibles de réduction d'émissions CO2, etc. Je sais pas si Adeline, tu as en tête ce recours Euh, aussi. Heathrow, c'est beaucoup de recours, c'est beaucoup de combats qui ont été, même historiquement, avec des décisions, pour le coup, historiques de la CEDH sur la pollution de l'air, il me semble notamment, etc. Donc, des décisions qui ont fait date et qui ont permis de construire le droit de l'environnement qu'on applique aujourd'hui. Donc oui, on regarde bien sûr ce que fait Client Earth. Je ne peux pas répondre spécifiquement sur ces recours-là. Dans le cadre de l'ADS, il n'y a pas forcément de recours qui sont liés, donc plutôt non pas de façon globale aux objectifs, que ce soit de protection, donc à des choses plutôt macro, protection de la population dans son ensemble, ou alors diminution dans l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre territoriales. Mais c'est quelque chose qu'on fait en interne dans les associations de l'affaire du siècle. Par exemple, chez Notre Affaire à tous, on a une action qui vise l'aéroport de Beauvais sur l'augmentation du trafic aérien. Merci Adeline. Une question pour Jean Raoul. Mon père est épileptique et enseignant. Il donne parfois des cours dans des salles de classe surchauffées. Y a-t-il des démarches pour certains handicaps, maladies qui pourraient avoir des aménagements particuliers lors de vagues de chaleur, de froid, etc. Alors, la personne handicapée peut engager déjà la démarche d'obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, RQTH, qui est donc un statut qui le protège dans le cadre professionnel. Et donc, faire un dossier de demande de RQTH, ça permet de se protéger légalement par rapport à une situation professionnelle qui pourrait euh, potentiellement, alors à certains, soit de façon continue, soit épisodiquement, exposés à des dangers. Donc moi, je suggère fortement aux personnes concernées de demander, de faire un dossier de RQTH pour avoir un statut travailleur handicapé qui va les protéger. Et par exemple, donc c'est mon cas, moi j'ai le statut RQTH. Lors des moments de canicule avec des températures qui dépassent les 35 degrés sur Grenoble, je ne peux plus aller travailler sur mon laboratoire CNRS et il est convenu avec l'employeur que je reste en télétravail pour des raisons de canicule parce qu'au domicile, la situation est moins dangereuse pour moi que de devoir aller sur l'agglomération. Voilà. Merci beaucoup Jean Raoul. Donc une piste à creuser potentiellement pour la personne qui a posé la question. Il y avait une autre question plus générale sur quelles sont les étapes juridiques à venir après le dépôt des recours. En quelques mots, dans le recours sur l'adaptation qu'on a lancé au printemps, on a envoyé tout notre argumentaire à l'État qui doit y répondre. Pour le moment, il n'a pas de délai, il y répond quand il veut. Nous, on espère qu'il va y répondre dans l'année qui arrive. Peut-être que le Conseil d'État va mettre une date un peu butoir pour demander à l'État de répondre, mais ça dépend vraiment des recours. Pour le moment, on n'a pas de date précise de retour de l'État. Ça peut être dans les prochains mois. Donc ça, c'est pour le recours sur l'adaptation. Sachant qu'une fois que l'État va répondre, potentiellement, nous, on va vouloir répondre à ces argumentaires pour faire un contre-argumentaire. Et il pourra répondre encore une fois et ensuite, probablement qu'il y aura une audience puis une décision. Donc voilà, c'est des procédures qui prennent du temps parce qu'on va vraiment dans le fond des argumentaires, dans une recherche assez précise des éléments qu'on présente au juge. Donc c'est pour ça que voilà, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais voilà, on prend patience. Et surtout, en parallèle de ça, un peu comme le disait Florent tout à l'heure, le but de ces recours, c'est d'avoir une pression au niveau juridique, mais aussi de faire émerger des sujets ou de continuer à mettre la pression sur ces sujets sous d'autres aspects, notamment avec un événement dont on va vous parler d'ici quelques minutes qui va s'organiser à la mi-octobre. Je fais un peu de teasing. Donc ça, c'est pour le recours sur l'adaptation. Dans les autres recours, donc l'affaire du siècle, là, on a déposé un nouvel argumentaire, ce qu'on appelle un mémoire, devant la cour d'appel, la cour administrative d'appel, où en gros on argumente que l'État n'a pas respecté sa condamnation
puisque les baisses d'émissions de gaz à effet de serre, comme l'expliquait un peu Adeline tout à l'heure, sont liées à des facteurs extérieurs à la volonté de l'État, le Covid, la guerre en Ukraine, etc. Et pas du fait de politiques publiques de long terme, pensées, réfléchies, avec de réels impacts. Et dans Grande Sainte, on devrait avoir une audience et une décision dans les mois qui arrivent, probablement d'ici la fin de l'année, pour voir si l'État est dans les clous de la trajectoire climatique. Voilà, ça vous donne un petit panorama de là où on en est dans chacune de ces affaires. La justice est réputée pour être assez lente de façon générale, mais je crois qu'on a aussi, au-delà de l'aspect stricto juridique, on a aussi le devoir, justement, lorsqu'il y a quelque chose de fort au niveau du problème climatique, de le mettre en lumière et aussi d'aller en avant vis-à-vis des médias, vis-à-vis de la communication. Et ça, c'est quelque chose d'incessant, à mes yeux. Et une autre question, plutôt pour Adeline. Quand l'État est condamné, qui suit ses obligations à honorer ses engagements et qu'est-il possible de faire s'il ne le fait pas? Du coup, c'est le tribunal ou le Conseil d'État, enfin, c'est la juridiction qui a rendu la condamnation qui vérifie que cette condamnation a bien été exécutée. Et si on n'est pas d'accord sur comment le tribunal, notamment par exemple, fait cette vérification, ce qui s'est passé pour l'affaire du siècle, du coup, on peut aller en appel. Si on est devant un tribunal, bien sûr, le Conseil d'État, on ne peut pas aller en appel. Donc, c'est pour ça que le Conseil d'État donne des rendez-vous dans l'affaire Grande Sainte, par exemple, des rendez-vous réguliers, entre guillemets, à l'État pour vérifier qu'il fait bien ce qu'il faut en matière de climat. Voilà. Et si jamais l'État ne fait pas ce qu'il faut, on a eu le cas, par exemple, en matière de pollution de l'air. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, de cette affaire. Donc, en gros, la France ne respectait pas ses obligations, encore une fois, européennes, en matière de concentration de polluants maximale dans l'air extérieur. Et donc l'État, il y a eu un premier jugement qui obligeait l'État à réduire du coup la pollution extérieure en prenant des mesures et en donnant un délai. Le délai n'avait pas été respecté, donc il y a eu un deuxième jugement qui donnait un autre délai. Et si ce délai n'était pas respecté, qui condamnait à une astreinte. C'était une astreinte de 10 millions d'euros par semestre de retard. Ce qui est énorme, c'est des ordres de grandeur qui n'avaient jamais été donnés pour une astreinte pour le Conseil d'État. Et c'est 10 millions d'euros qui ne vont pas dans la poche des associations qui font le recours, hein, sauf une toute petite partie, moins d'1%. Mais sinon, qui ne permet même pas de couvrir les frais d'avocat. Mais sinon, tout le reste, ça va en réalité à aussi l'État, mais ça est dirigé par exemple vers l'ADEME, vers des organismes publics ou parapublics, par exemple les associations qui font toute la métrique sur la pollution de l'air, là en l'espèce. Bref, j'abrège, qui aident justement sur ces problématiques-là. Et là, par exemple, ça pourrait être une astreinte contre l'État de plusieurs millions d'euros qui irait, encore une fois, à l'ADEME ou à d'autres organismes qui aident à lutter contre le réchauffement climatique. Merci beaucoup, Adeline. Et comme le temps file, une dernière question pour Florent. Florent, est-ce que tu as connaissance d'exemples de transition menée par des paysans ou agriculteurs pour changer de culture, exemple abandon de vignes, du maïs, des produits sous serre chauffés l'hiver, etc., vers des cultures beaucoup plus adaptées au climat à venir et qui tiendraient compte de la réduction de l'eau disponible? Oui, et ben des exemples, en fait, il y en a pléthore d'agriculteurs et d'agricultrices qui passent en système agroforestier dans des cultures céréalières où on introduit des lignes d'arbres et où du coup, ben, on diminue les besoins en eau, on ramène de la matière organique, on repaille les cultures. C'est absolument pas un épiphénomène. Il y a beaucoup, beaucoup de paysannes et de paysans qui sont dans ces démarches-là. Mais comme on le disait tout à l'heure, en fait, ces personnes sont beaucoup trop seules. Et en fait, on a eu des décisions récemment des gouvernements précédents qui consistaient à diminuer, voire à supprimer l'aide au maintien en agriculture biologique, qui permettent en fait justement de soutenir ces paysans et ces paysannes qui innovent et qui font évoluer leurs fermes, sous prétexte que, a priori, l'agriculture bio allait bien. Donc, nous, ce qu'on souhaite et ce qu'on voit, c'est que ces alternatives existent,
mais qu'il faut absolument changer de braquet pour les financer si on souhaite répondre à la demande des citoyennes et des citoyens qui est d'avoir une agriculture qui est sans pesticides et qui respecte le vivant. Je crois savoir qu'il y a un lobbying assez puissant dans le monde agricole, que la FNSEA, qui est souvent majoritaire, n'a pas tout à fait les mêmes idées et les mêmes points de vue que la Confédération paysanne. Mais on le voit aussi, je trouve qu'on le voit dans plein de sujets, et l'exemple agricole est très parlant à ce titre. Ouais, et nous, ce qu'on vit, c'est que oui, certes, il y a ce lobbying, certes, il y a des syndicats, mais finalement, ce qui est le plus important, c'est qui décide sur la chose agricole. Et nous, pour nous, le plus gros scandale, c'est de laisser à quelques-uns, sous prétexte que, ils ont pris le pouvoir avec un syndicat majoritaire, la FNSEA, le soin de décider l'eau, l'air, l'alimentation, l'organisation du territoire de tout le monde. Et pour nous, ça pose réellement la question de ce qu'on appelle la démocratie alimentaire. Donc finalement, comment est-ce qu'on réinvente la manière de prendre les décisions sur les choses agricoles, alimentaires, mais sur finalement tout le reste de la société? Est-ce qu'on peut laisser finalement à quelques intérêts privés le soin de décider de notre vie? Mais là, peut-être qu'on va dans un plus grand débat et on aurait besoin d'un autre webinaire. Merci beaucoup. Merci pour votre présence à tous et tous et vos questions. On n'a pas pu prendre toutes les questions puisqu'on avait un temps limité, mais n'hésitez pas à aller sur le site de l'Affaire du siècle. Il y a une foire aux questions avec beaucoup de réponses à beaucoup des questions que vous vous posez peut-être encore. J'ai vu passer quelques éléments, notamment que ces questions-là n'étaient pas forcément prioritaires. Et je voulais juste rappeler un chiffre qui est que s'adapter, enfin, mettre 1 € d'adaptation aujourd'hui, c'est 7 à 8 euros d'économiser plus tard. Donc certes, ça a un coût aujourd'hui. Et ça, c'est la ministre, enfin, le ministre démissionnaire maintenant, mais l'ancienne ministre de l'écologie, Agnès Pannier-Runacher, qui le disait. Donc c'est pas nous, ONG, associations, etc. Donc certes, ça a un coût aujourd'hui, mais ça, c'est un investissement en fait. C'est pas tant un coût qu'un investissement pour nous, pour le futur. Voilà. Avant que tout le monde parte, on a une petite annonce à vous faire. Parce que donc on vous retient juste 2 minutes encore et ensuite tout le monde pourra aller dîner et vaquer à ses occupations de la soirée. Comme on l'expliquait tout à l'heure, pour obtenir des changements concrets, notamment sur l'adaptation au changement climatique, on a l'outil juridique, mais on essaie aussi de faire pression dès aujourd'hui, dès maintenant, sur les personnes qui ont le pouvoir de décider. Et c'est pourquoi le 15 octobre, on sera à l'Assemblée nationale avec tous les sinistrés climatiques qui participent au recours de l'action des sinistrés. Le but, c'est d'aller convaincre des députés d'agir dès maintenant pour nous protéger tous et tous, et notamment les personnes les plus vulnérables, face au changement climatique. Et donc pour cette rencontre, le 15 octobre, on pense que ce serait vraiment utile de leur amener des témoignages, au-delà des personnes qui seront là en physique, qui participent au recours, des témoignages de comment vous avez vécu votre été, par exemple, avec la canicule ou les feux de forêt, ou le début de votre automne, si vous êtes en Bretagne et où il y a des inondations. En somme, comment vous avez été affecté ces derniers mois, ces dernières années, par des événements climatiques plus ou moins extrêmes. Du coup, on a créé un formulaire qui prend vraiment 2 minutes à y répondre. Et l'idée, c'est de venir voir les députés en leur disant, mais en fait, regardez, le changement climatique, c'est oui, c'est nous, la dizaine de personnes qui est là, mais c'est aussi des centaines de personnes qui sont affectées. Là, on est plusieurs centaines connectées en même temps et potentiellement plusieurs centaines à avoir vécu dans nos chairs ou connaître des gens qui ont vécu dans leur chair des impacts du changement climatique. Donc, on met le lien, peut-être qu'il a déjà été mis, voilà, il est mis dans la conversation. Merci beaucoup les filles qui sont à la technique. Voilà, si vous voulez prendre 2 minutes pour y répondre, et nous, on pourra apporter ça aux députés qu'on va rencontrer à la mi-octobre pour pousser pour avoir des changements et des évolutions concrètes dès aujourd'hui. Sur ce, on vous remercie chaleureusement de vous être connectés, d'être restés, d'avoir partagé avec nous ce petit bout de soirée. Et merci pour votre soutien aussi et vos mots de soutien qu'on a vus et lus passer. À très vite, au revoir et bon courage à tous et tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. On Bonne soirée. continue.